Salut tout le monde, c'est Jean-Yves et aujourd'hui je suis avec Adrien Jourdan. Hello guys, good morning, good evening, good afternoon. I'm Adrian from iSpeakSparkspoken.com. Et aujourd'hui on va parler de anglais, comment apprendre l'anglais, avoir les bonnes techniques, les bonnes méthodes devant la multitude de solutions qui existent maintenant pour apprendre l'anglais. On va un petit peu parler, se concentrer sur les bons outils, sur comment, sur les conseils que toi tu peux apporter sur comment apprendre l'anglais efficacement. Tu gères le site et la chaîne YouTube qui s'appelle iSpeakSpoken. Exactement, c'est comme le verbe irrégulier que vous connaissez sans doute parce que vous l'avez subi. J'insiste sur le verbe subir à l'école qui est to speak, parler, d'accord, to speak, spoken. Donc voilà, peut-être que… Du coup, c'est une excellente transition pour ma première question. Un truc qui revient énormément souvent. Comment tu fais pour apprendre les verbes irréguliers sans devenir dingue ? Alors, la meilleure méthode, c'est de vous faire la liste la plus longue possible et de vous bourrer le crâne avec en faisant du par cœur en une fois par semaine. En une fois par semaine. Voilà. Donc, ne prenez surtout pas de plaisir, ne mettez surtout pas de contexte, n'utilisez surtout pas des fichiers audio pour la prononciation. Bon, vous avez compris évidemment, il ne faut surtout pas faire, là pour le coup, je pense qu'on l'a subi, un apprentissage sec par cœur, par exemple, pour les verbes irréguliers. Le mieux, en fait, c'est que de ne pas chercher à apprendre les verbes irréguliers, en guillemets, volontairement, mais lorsque vous rencontrez une phrase qui contient un verbe irrégulier, vous assurez que ce verbe irrégulier il est courant, okay, parce que ça sert, des fois, il y a des verbes irréguliers qu'on vous donnera qui ne sont jamais utilisés en anglais ou seulement dans des textes juridiques ou des textes vraiment d'un langage très, très soutenu, donc type discours d'ambassadeur, etc. Donc, pour vous, dans 99% des cas, donc, c'est-à-dire dans la vie quotidienne, lorsque vous avez besoin de l'anglais, ça ne vous servira à rien. Donc, vous prenez ces verbes irréguliers courants, première chose. Vous les prenez parce que vous les avez croisés, d'où le côté involontaire de l'apprentissage. Donc, vous avez un contexte et vous les apprenez avec le reste de la phrase. Okay, donc, vous notez votre phrase et vous avez, c'est le cas de le dire, bien entendu, que je vous ai dit, noter. Donc, il est intéressant et important de faire marcher évidemment sa mémoire auditive. Il me semble qu'on est sur une chaîne qui concerne la mémoire, pour la prononciation, mais aussi il y a une chose que j'aime bien, c'est la mémoire kinesthésique. C'est ça, je ne me trompe pas? C'est ça, c'est la mémoire kinesthésique et ça, c'est celle du mouvement. C'est celle qui, en répétant les mouvements, en écrivant les informations, vous allez les retenir bien mieux. Exactement. D'ailleurs, je vous donne un petit truc. Penserez à écrire. Pour dire bien, bon, c'est vrai, c'est bien écrit, ok, c'est bien, c'est right. Ok, guys? Et le mot écrire se prononce, d'ailleurs si vous regardez la phonétique, autre outil super pour bien prononcer, se prononce exactement de la même façon. On ne prononce pas à la française write, non, c'est right, ok? En phonétique, si je ne m'abuse, c'est comme ceci. Et là, vous avez ce son I qui est exactement, on va faire une petite association. Faites attention parce que je vais démarrer une chaîne sur l'apprentissage de… non, pas de l'anglais, mais sur la mémoire si ça continue. Bon, trêve de plaisanterie, mais vous pouvez penser à aïe, ça me fait mal. C'est exactement le même son que ce petit élément de phonétique que vous retrouvez ici dans le I de right. Je vous rappelle que quoi? Le W ne se prononce pas. Ok? Pourquoi? Parce que c'est bien écrit, c'est bien prononcé quand on ne prononce pas le W. Ah, ça tombe bien, c'est le même mot en anglais. Right, qui signifie plein de choses, bon, correct, etc. Voilà, on pourrait continuer longtemps comme ça. Mais alors, tu es en train de me parler de phonétique, mais du coup, est-ce que ça ne fait pas du boulot dans le boulot d'apprendre une nouvelle langue? Parce que moi, quand je vois écrire en phonétique, des fois, c'est un peu intimidant, c'est un peu impressionnant. Est-ce que tu conseilles vraiment de le faire? Est-ce que c'est vraiment utile Alors, la phonétique, il faut savoir la déchiffrer et il faut savoir vous l'utiliser. Franchement, c'est vraiment facile. Honnêtement, il me faudrait, je pense, en 10-15 minutes, peut-être vraiment une demi-heure si on fait pas mal d'exemples. Je peux vous expliquer comment marche 90% de la phonétique. Ce n'est pas très complexe. Une fois que vous savez la déchiffrer, c'est parfait parce que ce que vous faites, c'est quand vous avez une hésitation sur la prononciation. D'ailleurs, petite chose, quand vous voulez apprendre l'anglais, ce qui est très important, c'est retenir la prononciation pour deux raisons. Parce que, vous voulez le parler, donc vous avez besoin de la prononciation. Vous allez me dire, ok, CFQFD, Adrien, facile. Sauf qu'en anglais, la plus grosse difficulté, et spécialement pour les francophones, je ne vais pas revenir sur le pourquoi, mais gardez ça en tête, c'est un constat.
Pour les francophones, ce qui est dur pour nous, c'est la prononciation. Ok, c'est la chose la plus complexe en anglais. Du coup, il faut apprendre, un, avec les fichiers audio, et deux, lorsque vous avez une hésitation, pour faire le bon son et prononcer dans une langue étrangère comme ce n'est pas notre langue maternelle, par essence, ce n'est qu'une imitation. Donc, il faut faire des sons approchants. Donc, quand vous avez une hésitation, je vais y arriver, utilisez la phonétique. La phonétique, ça va être votre juge de paix. Là, regardez, vous avez un R. R. Vous faites vraiment avec la gorge. Il ne faut pas hésiter à être bête, comme là, je pourrais le faire. Regardez. Il n'y a pas de souci. Et faites-le à haute voix aussi. Mémoire kinesthésique. De lâcher prise également. Exactement. De s'habituer à entendre sa propre voix. Mais alors, du coup, si j'ai envie d'apprendre l'anglais, par où je commence selon toi? Alors, ça dépend pas de plein de choses. Alors, c'est difficile pour moi de ne pas prêcher pour ma paroisse du coup, mais de manière générale, il faut absolument que vous suiviez une méthode structurée qui commence du début. Il faut revoir les bases pour la plupart des francophones. Même si vous pensez avoir un bon niveau en anglais, la plupart du temps, vous avez des faiblesses ou des grosses faiblesses de base. Donc, il faut que ça soit structuré. Ce que tu appelles les bases, en fait, est-ce que c'est plutôt par exemple la grammaire, au niveau de la grammaire, au niveau de la prononciation de manière générale, au niveau du vocabulaire, un petit peu moins. Donc, il faut que ça soit structuré. Il faut toujours, en fait, pour moi, le top du top, c'est la formation. Elle est faite par quelqu'un qui a la même langue maternelle que vous. Mais par contre, pour la prononciation, il faut toujours les fichiers audio d'un native speaker, ok? Donc, un native speaker, c'est une personne dont l'anglais est la langue maternelle. Parce que là, il n'y a pas de secret. Si vous voulez apprendre la prononciation, utilisez les fichiers audio et répétez à haute voix, toujours notre mémoire kinesthésique. Auditive. Haute voix, c'est la mémoire auditive. C'est pas grave. Mais du coup, on peut apprendre à tout âge ou est-ce qu'au bout d'un moment, c'est beaucoup plus difficile? Par exemple, si on a 40 et plus, est-ce que c'est plus difficile d'apprendre une langue ou est-ce que… Plus vous connaissez de langues, plus ça va vite. D'accord. Ça, c'est évident. Donc, c'est exponentiel en fait. Par exemple, apprendre langue, plus tu es doué. Moi, je le vois parce que pour l'anglais, c'était ma deuxième langue. Ça a été plus long à apprendre que l'allemand, qui a été plus long à apprendre que le russe. Ok. Et si aujourd'hui, par exemple, j'ai des bases en espagnol, mais si je voulais l'apprendre couramment, parce que ça ressemble beaucoup au français, parce que j'ai l'habitude des langues étrangères, ça irait, entre guillemets, super vite. Donc, plus tu apprends de langue, plus c'est facile de mémoriser. Sauf que vous, votre but, c'est peut-être pas, et c'est sûrement pas, j'imagine, 99% de chances de devenir polyglotte. Donc, du coup, comment vous faites? Déjà, la première chose à considérer, c'est pas de se dire « Oh là là, je suis nul, par exemple, j'ai plus de 60 ans, ma mémoire, elle est moins bonne. » Déjà, l'apprentissage d'une langue, c'est parfait pour l'hygiène de votre cerveau, l'hygiène de l'esprit, comme vous feriez du sport pour votre corps, si je puis dire, physique. En revanche, il est clair qu'après 60 ans, on oublie plus facilement les choses. Cependant, c'est comme le reste, si vous n'entretenez pas votre cerveau, là, vous êtes sûr que vous allez oublier beaucoup plus vite. Et rien ne vous empêche, et je pense qu'aujourd'hui, j'ai plus de 1000 membres de mes programmes, donc sur iSpeak Spoken, qui ont plus de 60 ans, typiquement qui sont à la retraite, donc qui se remettent à voyager, qui ont des enfants qui vivent dans des pays anglophones, de la belle famille. Donc, quand vous ne pouvez pas parler à vos petits-enfants, vous ne pouvez pas parler à votre belle-fille, à votre beau-fils, c'est hyper frustrant qu'ils se remettent en anglais. Et il se trouve qu'en fait, avec une bonne méthode et avec un minimum de contraintes, c'est-à-dire votre environnement, il vous pousse à faire ça et en plus, vous avez envie de le faire, vous voulez vous remettre, ça fait 40 ans que vous n'en avez pas fait, et franchement, vous faites des progrès spectaculaires. Après, vous n'êtes pas obligé de devenir bilingue. Okay? C'est clair. C'est step by step, petit à petit. Step by step. Mais du coup, tu as formé énormément de gens à apprendre l'anglais. Est-ce que selon toi, il y a des pièges qu'il faut éviter? Est-ce qu'il y a des mauvais conseils qu'on entend sur l'apprentissage de l'anglais? Est-ce qu'il y a des choses… Alors, il y a des choses qui m'énervent prodigieusement, comme la grammaire, ça ne sert à rien, la phonétique, c'est purement scolaire, et l'anglais, c'est facile parce qu'il n'y a pas de féminin, il n'y a pas de masculin, il n'y a pas de conjugaison, et il y a beaucoup de mots qui ressemblent au français. C'est vrai qu'on entend souvent tout ça. Voilà, donc ça, faites ça, pensez comme ça, et vous pouvez être sûr que vous allez vous planter, ça c'est clair. Donc c'est pour ça que par exemple tout ce qui est app, moi j'aime pas trop. Pour moi une application, c'est un complément, mais ça peut pas être une formation de base parce qu'il faut. C'est pas une méthode en fait. Non, parce qu'il faut avoir un lien avec le formateur. Quand vous avez un lien, d'ailleurs nous on est des humains, donc on a besoin de ce rapport social, que ça soit à travers l'écran. Quand vous posez une question, on vous répond.
Ok, vous savez que c'est ok, c'est telle personne, c'est Adrien que je regarde, il me répond. Du coup, ça crée une émotion et vous avez une motivation. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui est là pour vous aider, ok? Parce que quand vous êtes devant votre app, je sais que c'est à la mode, etc. Moi, je trouve que c'est plus complexe et on a tendance au début à être tout feu, tout flamme et après, on va vite arrêter. Toujours un peu les mêmes choses. Tu apprends des mots de vocabulaire, mais après… Donc, la grammaire, il faut y penser, c'est super important. Et notamment, à parler aussi, hein. Le système des temps, les grosses fautes des francophones. Typiquement, en français, on dit « je vis à New York depuis 2009 ». Donc, on emploie un présent simple et pourtant, c'est depuis 2009. Donc, on n'y pense pas quand on parle en français, mais pourquoi comme ça? C'est un présent pour décrire quelque chose qui commence dans le passé. OK. Sauf qu'en anglais, il va falloir utiliser notre fameux present perfect. OK. I have lived in New York since 2009, par exemple. OK. Et là, typiquement, les Français vont dire I live in New York since 99, par exemple, depuis 99. Grosse faute de grammaire énorme, ça s'entend tout de suite. Et si vous ne maîtrisez pas ces notions de base qui sont assez faciles à expliquer, donc à comprendre et à utiliser, vous allez parler anglais, mais n'importe comment. Du style j'ai revenu maison au lieu de dire je suis retourné à la maison. Vous voyez, donc faute sur l'auxiliaire, faute de grammaire, de vocabulaire, etc. Du coup, tu fais comment pour apprendre la grammaire? Pour mémoriser la grammaire, faire en sorte que ce soit pas un peu chiant, mais que tu arrives bien à l'intégrer? Est-ce que tu as des petits trucs comme ça? Oui, en fait, il faut se représenter sous forme de… Alors, on appelle ça, je crois, carte mentale heuristique en français. Donc, c'est horrible. C'est le côté, vous voyez, bêtement élitiste de la langue française. Donc là, pour le coup, l'anglais est beaucoup plus simple, puisqu'en anglais, c'est mind mapping, littéralement la cartographie de l'esprit. OK? Donc, ce que vous faites, en fait, vous partez de votre action. Et après, vous représentez une échelle de temps, donc T like time, qui passe. Et là, en fonction de ça, vous allez déplier les temps comme une carte. C'est-à-dire que vous savez que si c'est… Parce que le système de temps, c'est un des gros piliers de la grammaire en anglais. Okay? Vous savez que c'est une action qui se passe dans ce passé, c'est prétérit. Vous savez que c'est une action qui a cheval sur le passé et sur le présent, c'est donc un present perfect. Vous savez que c'est une action qui se passe au présent. Vous avez deux possibilités. Un présent simple si c'est une habitude, un présent progressif si c'est une action qui est en train de se dérouler, d'accord? Un processus dans le présent. Vous voyez? Et vous partez au moment où se passent les événements et quand vous avez bien ça en tête grâce à votre mind mapping, vous pouvez le dérouler facilement, donc mobiliser les connaissances rapidement. Et du coup, vous faites plus ces fautes, par exemple sur les temps qui sont un des gros piliers de la grammaire en anglais, chers amis. Et si cette histoire de mind mapping… ça vous rappelle quelque chose, ce n'est pas innocent parce que si vous cliquez sur le lien au-dessus, vous allez tomber directement sur la vidéo qui explique comment faire une mind map. Oui, je me doute. Ça ne m'étonne pas du tout que tu en avais fait une. Mais pour lesquelles ils sont déjà formés. Et peut-être que par contre, ce qui est nouveau pour vous, c'est que vous ne saviez peut-être pas que vous pouvez utiliser une mind mapping pour l'anglais. Oui, vraiment. Surtout pour la grammaire en fait. Est-ce que tu as des conseils maintenant pour un petit peu… le problème, c'est que quand on apprend l'anglais, on a un peu tendance à être timide, à ne pas savoir comment s'exprimer, pas savoir si on parle bien, si on prononce correctement. Est-ce que tu as des conseils pour prendre un petit peu confiance en soi finalement et se dire bah finalement c'est de l'anglais, c'est peut-être pas si dramatique que ça. Ouais, il y a plein de choses en pratiquer deux conseils. Alors, après, vous pourrez choisir celui que vous préférez si jamais ça vous intéresse. Le premier, déjà, vous pouvez commencer par correspondre à l'écrit sur Internet, une correspondance écrite. Si par exemple vous êtes vraiment timide, vous verrez que ça permet de casser une première barrière et de prendre petit à petit confiance en soi. Mais alors, correspondre avec qui? Donc, vous pouvez aller par exemple sur un site, j'en ai un en tête. Alors après, il faut trier les personnes que vous allez trouver parce que c'est fait pour trouver un partenaire linguistique, mais certains oublient le linguistique et cherchent plutôt un partenaire, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, à vous de faire preuve de bon sens et d'être prudent tout simplement. Mais je connais des centaines de personnes qui ont utilisé ce site, ok, par exemple, pour parler avec quelqu'un à l'écrit. Et vous allez faire plein de fautes au début. Vous allez mettre 20 ans pour faire vos phrases, je ne suis pas bon, etc. Et petit à petit, vous allez, ok, j'y arrive. Et vous allez pouvoir reprendre confiance en vous. Donc ça, c'est la première astuce. Le lien d'ailleurs se trouve dans la description si vous voulez accéder directement à Interpals. Comment on dit? Interpals. Interpals. Exactement. Ça veut dire littéralement entre potes. Voilà. Donc en fait, c'est comme un système de correspondance. Ça, c'est plutôt à l'écrit.
Prenez quelqu'un qui est à peu près dans la même tranche d'âge que vous, parce que souvent Ouais. on a des centres d'intérêt communs. Ok, c'est pas du tout sectaire de ma part, pardon, comme remarque, mais c'est une Ouais, constatation c'est pour histoire d'avoir les mêmes purement. références en fait. Tout à fait. Voilà. Et comme ça. encore plus important, et même plus important, prenez quelqu'un qui a à peu près le même niveau que vous en français, parce que vous allez vouloir parler anglais et la personne va vouloir parler français. Si elle parle déjà couramment français, elle va s'ennuyer si vous êtes grande débutante et inversement, et vous, ça va vous frustrer aussi. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous pouvez aller près de chez vous dans un café langue, donc surtout si vous habitez par exemple dans une ville de taille moyenne. Donc, je pense par exemple à Bourges, vous voyez, c'est une ville de taille moyenne, il y a un café langue, évidemment dans les grandes villes, Paris. Je pense à tous nos amis francophones qui nous regardent, donc évidemment la Belgique qu'on salue très fort, La version Suisse. améliorée de la France. Quand je dis ça, tout le monde rigole, mais je le pense, pour plein de choses. En tout cas, les gens sont beaucoup plus sympas, enfin très sympas, pardon. La Suisse, évidemment, etc., etc. Vous avez près de chez vous des gens qui se réunissent souvent de manière hebdomadaire, qui viennent parce qu'ils sont étrangers pour parler français, donc vous pouvez aller les voir pour parler français peut-être, mais surtout ce qui nous intéresse, anglais. Et tout ça, c'est dans un cadre sympathique et donc déculpabilisant. Vous pouvez faire autant de fautes que vous voulez, ça vous met le pied à l'étrier, du coup la marche est moins haute et ça vous permet de recommencer ou de commencer à faire quoi ? Pratiquer. Parler en anglais. Pratiquer. D'ailleurs, en parlant de pratiquer l'anglais, il y a aussi un autre conseil, je ne sais pas si tu l'as déjà entendu celui-ci, mais on dit souvent, bah voilà, si tu veux apprendre à parler anglais, bah fais un voyage en Angleterre et tu apprendras à parler anglais, quoi. Enfin, Alors, immerge-toi dans la culture du pays et ça sera bon, quoi. Tu vas faire un voyage linguistique et tu vas revenir, tu sauras parler anglais. On l'entend régulièrement. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça? c'est un peu le baiser de la mort, D'accord. dans le sens Jolie où expression, d'ailleurs. kiss of death, ok. C'est dangereux parce que souvent, en fait, quand vous parlez bien, vous avez un vocabulaire, par exemple, authentique, mais je le vois tout le temps, vous faites des grosses fautes de grammaire et vous êtes incapable de les corriger et du coup, vous avez un anglais qui est boiteux et c'est hyper frustrant parce que vous comprenez bien, vous arrivez à vous faire comprendre, les gens souvent s'habituent à vos fautes, mais du coup, vous stagnez parce que vous n'arrivez pas, entre guillemets, à réparer votre anglais. Donc ça, il faut toujours l'adjoindre, ce séjour à l'étranger, à une bonne méthode d'anglais, quel que soit le programme. Okay. Tu penses qu'on peut apprendre une langue en combien de temps? L'anglais, par exemple, tu vas en apprendre combien de temps? C'est la question à 1 million d'euros, mais si, en fait, j'aime bien répondre de cette façon. Si vous y mettez sérieusement, si vous êtes par exemple grand débutant, en quelques mois, vous pouvez déjà avoir les bases et vous pouvez avoir un anglais qui est gratifiant. C'est-à-dire, lorsque vous allez, vous pourriez demander où se trouve telle chose, combien ça coûte, oui, je veux ça, merci pour la monnaie, etc. Vous voyez, toutes les choses qui peuvent servir à l'aéroport. Être capable d'aller au restaurant, être capable de commander, Ouais, voilà. être capable de comprendre un minimum ce qu'on vous dit. Et ça, franchement, c'est déjà pas mal si vous le maîtrisez sans faire de faute avec une prononciation correcte, chers amis. Et du coup, tu penses que pour avoir ce niveau-là, combien de temps par jour il faudrait y consacrer si on veut vraiment être sérieux, mais en même temps qu'on puisse faire rentrer ça dans notre emploi du temps au quotidien? Alors, est-ce que c'est une bonne idée d'être au quotidien? Est-ce que tu confirmes que c'est une bonne idée ou ce qui est plus important que le temps passé de manière absolue, c'est la régularité, vous l'avez compris, et le plaisir. Ouais. Plaisir plus régularité égale progrès important. C'est exactement comme l'entraînement de la mémoire. Il n'y a pas de secret là-dessus. C'est du bon sens, mais en fait, on l'oublie super souvent, quoi. Pourquoi? Parce que par exemple, quand on était à l'école, on est typiquement anglais 2 fois dans la semaine, peut-être 3 si c'était votre cas. Et la première chose auquel on pensait quand le cours c'était fini, c'est, enfin, je ne sais pas vous, hein, c'est à débarrasser jusqu'au prochain cours. Et ça, en fait, c'est terrible parce que du coup, en fait, vous n'intégrez pas dans votre vie, donc vous n'intégrez pas pleinement l'anglais dans votre environnement et c'est la meilleure façon de ne pas progresser. C'est pourquoi Netflix, malheureusement ou heureusement, hein, est peut-être aussi efficace que l'école pour apprendre l'anglais à nos chères têtes blondes. Je crois que c'est l'expression consacrée, mais vous l'avez compris en fait. Ouais, c'est ce type d'outil qui est bon pour mettre de l'anglais dans votre vie quotidienne. Du coup, vous l'intégrez pleinement. Et c'est pour ça, quand vous allez en Scandinavie, en fait, ils sont super forts. Parce que par exemple, vous allumez la télé, ils ont… la bonne idée. Sous-titré en anglais directement, en version originale, sous-titré. Il n'y a pas de doublage débile que nous on fait. Enfin, je trouve ça. C'est vrai que pour apprendre ça dénature totalement. Donc toi, tu conseilles finalement de prendre Netflix et puis de mettre en version originale et sous-titré. Ouais, sous-titré. Alors, si c'est trop dur pour vous, sans sous-titres, vous mettez les sous-titres.
Si c'est trop dur pour vous encore de mettre les sous-titres en anglais, c'est pas grave, vous mettez les sous-titres en français jusqu'à ce que ça soit OK et que vous puissiez basculer éventuellement sur les sous-titres en anglais. Si c'est encore trop dur, vous revenez en arrière, etc. Là-dessus, il ne faut pas culpabiliser en fait. Par contre, il faut que la voix, elle soit en anglais. Vous allez me dire, OK, mais moi je lis les sous-titres, le temps, etc. Vous allez vous habituer. Donc, ce que vous pourriez faire, c'est ne surtout pas regarder des films parce que les films, c'est le pire. L'histoire, elle n'est pas toujours facile à comprendre, ne serait-ce qu'en français. C'est clair. Il y a beaucoup de jargon, ça dure 1h30, donc si vous n'êtes pas forcément vraiment habitué de manière courante à l'anglais, 1h30, votre cerveau, il n'en peut plus déjà 10 fois. Donc, ce qui est bien, c'est déjà les séries parce que ça se suit, c'est plus facile à comprendre. Vous habituez à la voix, à l'accent, au vocabulaire, OK. Et ce qui est encore mieux, c'est les dessins animés pour enfants en fait. Parce que c'est fait pour enfants, donc c'est encore plus simple au niveau vocabulaire, grammaire, etc. Et vous verrez que c'est quelque chose que vous apprécierez parce qu'adulte, on pourrait se dire « ouais, dessin animé, c'est bon, moi ça me saoule ». Non, en fait, vous trouverez toujours des choses sympas. Mais quand tu parles de dessin animé, en fait, c'est des trucs comme Toy Story, Shrek, tout ça, ou c'est des trucs vraiment pour enfants, quoi? Ah, il y a plein de choses en fait. Après, vous regardez par exemple Shrek, Toy Story, enfin ceux-ci, je ne les ai pas regardés par exemple. Mais il y a plein de choses pour enfants. Vous verrez, en plus, quand on est adulte, on a une autre lecture et ça passe très, très bien. Ça dure 20 minutes, le vocabulaire est assez simple et la marche est beaucoup moins haute. Voilà. Ouais, bien. Adrien, merci. On a commencé à effleurer un petit peu comment on apprend l'anglais, les bonnes façons, de la part de quelqu'un qui connaît vraiment son sujet. Maintenant, si les gens ont envie d'aller un petit peu plus loin, de voir un petit peu ce que tu partages sur ta chaîne YouTube ou ce que tu proposes aux gens pour apprendre l'anglais avec une méthode qui est quand même éprouvée, où est-ce qu'ils peuvent se rendre? Parce qu'on va mettre le lien en dessous de la vidéo. Je te propose de mettre le lien vous verrez la page de présentation de mon programme Parler anglais dans les 60 jours qui viennent. Dans les 60 jours? Genre en 2 mois, si je vous reprenez toutes les bases en fait. D'accord. C'est aussi simple que ça. Alors évidemment, la plupart du temps, je dirais il y a 9 personnes sur 10, pour des questions d'emploi du temps, pour plein de raisons, vont mettre plus longtemps que 60 jours. Parce que de toute façon, quand vous devenez membre de la formation, vous y avez accès à vie. Donc vous ne posez pas la question, vous savez qu'elle est là. Mais c'est fait pour les gens qui sont grands débutants, faux débutants, qui ont un niveau aussi pré-intermédiaire et qui doivent se mettre et se remettre à l'anglais pour différentes raisons, raisons personnelles, raisons professionnelles aussi, parce qu'il n'y a rien de pire que de devoir parler à un client, les conf calls, etc. Vous ne comprenez rien, vous n'arrivez pas à parler, c'est super stressant, surtout si vous avez un nouveau job. Si vous cherchez un nouveau job aussi, j'ai des centaines de gens comme ça. Ça change tout, d'apprendre l'anglais, de savoir parler anglais, maintenant ça change tout. Elle a un nom ta méthode? Alors, c'est PA60, parler anglais dans jours. les 60 jours qui viennent. Yes. Voilà. Donc, c'est pour vous mettre et pour vous remettre à l'anglais. Et franchement, c'est costaud, c'est complet. Vous verrez, cliquez sur le lien, il y a vraiment de quoi faire. Le top, Adrien. Merci beaucoup. Prouvez et prouvez. You're welcome. La grande classe. En tout cas, je te remercie et je te dis à bientôt. Thank you very much. À bientôt pour la prochaine vidéo. High five. Ça, c'est le truc à l'américaine, on dit high five, peut-être que vous connaissez. Donc, high, c'est haut, grand, d'accord, et five, c'est 5. Et vous allez avoir les Américains qui vous disent give me five, qui est une forme contractée et familière de give me, donc give me five. Et là, en fait, high five. Elle a déjà commencé. Voilà. C'est parti. Ok, talk to you soon, guys. Bye bye. Salut. Du coup, ça me fait tout bizarre de ne pas faire les choses moi en fait. C'est toi qui es surtout que je suis chez moi, tu veux dire. Ah oui, t'es chez toi. Voilà, j'avoue. Je suis Adrien de I Speak Spoken. On va la refaire parce que j'ai fait n'importe quoi au début. Ok, comme tu veux, moi je trouvais que c'était bien. N'importe quoi.